On va essayer de passer sur une note, comment dirais-je, un peu plus, pas festive, mais positive, pardon. Positive avec justement des solutions adéquates qui ont été trouvées notamment via la P62 en bonne intelligence, donc travailler en bonne intelligence également avec la préfecture de Toulon. Et nous allons demander maintenant au major Alain d'intervenir. Donc le major Alain est membre de la... Alors là, je vais me faire avoir, mais pour le coup, peut-être le major va nous expliquer de sa section ou du SecMed, voilà, pouvoir nous donner une information là-dessus, se présenter et voir quels sont les outils qui ont été mis en œuvre pour permettre à tous les exploitants et les pilotes de drones de travailler en bonne intelligence avec justement les autorités de la P62. Bonsoir, Major. Et merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis le Major Alain. Je travaille donc, comme ça a été dit, à la préfecture maritime de Toulon et je suis en poste au bureau prise de vue aérienne. Voilà, nous sommes 2 réservistes à travailler dans ce poste. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de notre travail consiste à instruire les dossiers de demande de dérogation pour des survols avec prise de vue en P62. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la P62, c'est une zone interdite, ça tout le monde le sait, maintenant tout le monde l'a compris. Alors, c'est interdit pourquoi? Parce que dans cette zone, on trouve une très grande concentration d'installations militaires sensibles, voire très sensibles. Pour rappel, le plus connu, c'est le port militaire de Toulon. Et pour info, le port militaire de Toulon, c'est le premier port européen. Voilà, donc, l'autorité militaire de la P62 a 2 missions principales par rapport au webinaire. Hein. Donc, la première mission, c'est d'assurer la protection de ces installations militaires par rapport aux vecteurs drones. Et la deuxième mission, c'est la gestion aérienne de la zone. Voilà, donc pour faire ça, on va agir sur trois leviers en fait. Le premier, c'est protéger la zone. Donc, avec l'installation il y a 4 ans de détecteurs de drones qui nous ont permis d'avoir une photographie complète de ce qui volait dans la zone. Hein, alors là, on a tout de suite fait la différence entre ce qui vole sans autorisation et ce qui vole avec autorisation. Là, ça a été net, il n'y a plus de discussion. Voilà, depuis, ces systèmes ont été complétés par d'autres qui nous permettent une interaction avec les forces de sécurité intérieure. Voilà, donc le but, c'est de mettre doucement la pression, si vous voulez, sur les télépilotes qui sont allergiques aux règles, notamment, et aussi les télépilotes qui sont malveillants. Voilà, donc le but, c'est de mettre la pression sur ces gens-là. Et de dire, voilà, ça c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est qu'à Toulon, on a une approche un peu différente. Ça veut dire qu'on comprend les besoins du tissu économique local. Donc, et on sait également que le drone, depuis 4-5 ans, l'utilisation du drone explose et qu'on en a besoin dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Il est utilisé dans tous les domaines, que ce soit donc le BTP, comme on l'a dit tout à l'heure, le rayonnement, les médias, etc., etc. Donc, nous, pour participer à ça, on a un dossier de dérogation. Voilà, pour voler, il vous faut l'accord du gestionnaire aéro de la zone de Toulon. Pour avoir cet accord, il faut remplir un dossier de dérogation. Donc, le dossier de dérogation, il est relativement simple. On évite de faire la surcharge administrative. Il y a un certain nombre de pièces qui doivent être transmises, notamment la carte d'identité ou la photocopie de la carte d'identité ou du passeport. On doit avoir, bien sûr, les assurances concernant les drones utilisés. On doit avoir un CABIS pour l'entreprise ou un numéro INSEE pour un auto-entrepreneur. Vous allez donc retrouver la déclaration préalable que vous générez sur les plateformes Alpha Tango ou autres, l'extrait du registre aéronef et le document principal du dossier de dérogation, qui est une convention. Cette convention, elle est signée entre le télépilote qui va effectuer la mission et l'autorité gestionnaire de la zone. C'est un document de 4 pages qu'on paraphe et qu'on remplit, qui, pour nous indique qui va voler, comment il va voler, avec quoi il va voler, quand il va voler et pour qui il va voler. Voilà. Et en même temps, pour le télépilote, ça lui rappelle les règles d'utilisation
de son drone pour effectuer la mission. Voilà. Donc, cette convention, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la pièce centrale. Cette convention, elle est valable pour 4 jours. Bon, ça, c'est ce qu'on a décidé à Toulon. Hein, c'est ce qu'on appelle une convention classique. C'est valable pour un vol de 1 à 4 jours. Voilà. Donc, ça permet, notamment en fonction des aléas météo, de glisser la mission sur 1 ou 2 journées, et ça permet aux gestionnaires aéros de pas trop non plus saturer l'espace aérien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait à Toulon? Depuis longtemps, on travaille avec les télépilotes et les professionnels et on connaît le terrain. Voilà. Donc, on a vu que la convention qu'on signait ensemble pour 4 jours, ce n'était pas forcément suffisant pour les missions effectuées. Certains télépilotes professionnels avaient besoin de travailler sur un temps plus long. Et pour éviter, donc, nous, les surcharges administratives, on le déteste tous, hein, et nous et vous. Donc, ce qu'on a fait, on a complété cette convention classique pour une mission de 1 à 4 jours par 2 autres types de conventions. On a une deuxième convention qu'on va trouver pour des missions de 3 mois. Hein. Notamment, là, on a signé une convention de 3 mois avec un archéologue pour effectuer des fouilles archéologiques sur un chantier. Ça lui permet de suivre pendant 3 mois son chantier. Et comme ça, il a une correspondance directe avec le gestionnaire aéro de la zone. Et ensuite, on a une troisième convention qui est là, elle, valable de jusqu'à 2 ans de mission. Alors, c'est des conventions qu'on signe, par exemple, là, on en a signé une avec le réseau de transport d'électricité, RTE, hein, pour la surveillance des câbles, des lignes à haute tension et notamment des pylônes. Et on a signé une convention longue durée de 2 ans avec un pilote professionnel pour couvrir le chantier de l'autoroute A57 à Toulon. Vous voyez, voilà, ça c'est vraiment parce qu'on écoute les télépilotes et on a l'habitude du terrain et on trouve une sorte de compromis pour éviter la surcharge administrative. Voilà, le troisième levier, c'est le contrôle. À Toulon, on a donc des observateurs qui se déplacent avec le télépilote quand la mission est acceptée par le gestionnaire aéro. Et ça permet en même temps de s'assurer que le télépilote effectue sa mission dans les règles de la convention et conformément à ce qui a été demandé. Voilà. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces trois clés qui nous permettent, dans la P62, de travailler en bonne intelligence avec les besoins des différents acteurs de la zone. Donc, les besoins de l'activité de défense, les besoins du secteur professionnel du drone et surtout les besoins d'être en conformité avec la réglementation de la P62. Voilà. De fait, Major, vous avez comment est-ce que vous êtes arrivé à ce genre d'outils justement pour générer autant de facilité et de fluidité dans les autorisations? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça a été mis en place aussi grâce à l'accord du gestionnaire aéro. Hein, on ne fait rien sans l'accord de l'autorité militaire. Donc, nous, c'est vraiment, en fait, on est arrivé à ça parce qu'on a une bonne connaissance du terrain. Quand je dis le terrain, on connaît parfaitement nos zones, hein, et en plus, et aussi, on connaît le drone. On connaît le métier de télépilote et on connaît le drone. Donc, ça permet vraiment de faire des remontées de terrain et d'expliquer les besoins des uns et des autres et de trouver une corrélation entre le besoin des uns et des autres. Et justement, d'arriver à travailler en bonne intelligence en fonction des besoins de chacun. D'accord. Mais vous êtes vous-même télépilote? Non, je ne suis pas télépilote. Non, moi j'ai une partie du travail, comme j'ai dit tout à l'heure. Une partie, c'est l'instruction des dossiers de dérogation et l'autre partie, c'est de la lutte anti-drone. Voilà, donc dans la lutte anti-drone, on a 2 vecteurs. Hein. On a le vecteur détection et on a le vecteur brouillage. Donc là, par contre, le vecteur brouillage, je n'en parlerai pas pour des raisons de confidentialité et en plus, ce n'est pas l'objet du webinaire du jour. Du débat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement sur place une fois que le télépilote a ses autorisations au niveau opérationnel? Vous pouvez nous donner 2-3 informations sur… Oui, alors, je ferai une petite parenthèse hein, sur… des fois, on reçoit des mails en disant, voilà, je vais voler à tel endroit, à telle zone, à telle hauteur. Non, ça ne marche pas. Hein, à Toulon, pour voler, vous faites un dossier de dérogation
et ce n'est pas parce que vous envoyez les pièces du dossier de dérogation que ça y est, vous avez l'autorisation de vol. Ça, c'est clair, c'est non. Donc, vous ne volez que lorsque vous avez le message d'autorisation de vol du gestionnaire aéro. Voilà. Donc, auparavant, nous, on va instruire votre dossier. On est là également pour aider les télépilotes professionnels à instruire leur dossier, à le compléter. Hein. Et ensuite, nous, on va donc, ça passe dans les différents tuyaux. Hein, et en bout de chaîne, c'est l'autorité militaire qui va accorder le vol ou pas. À partir du moment où il accorde le vol, donc ça veut dire qu'il signe la dérogation, il dit OK, pour moi ce vol il est conforme, la mission est conforme, j'accepte le vol. À partir de là, le gestionnaire aéro de la zone, lui, va éditer un message qui vous autorise le vol en conditions réelles avec les besoins de la zone. Voilà. Et donc, ça veut dire, en termes de délai d'autorisation, il faut compter combien pour un télépilote? Une fois qu'il a rempli toutes les conventions et fait correctement les procédures. Voilà, à partir du moment où on a reçu toutes les pièces du dossier, donc à partir de là, il faut compter une dizaine de jours pour avoir le feu vert. Voilà, ça c'est un dossier classique, on va dire. Voilà. Après, il y a les dossiers, on va dire entre guillemets, urgents. Donc là, on sait faire en 3-4 jours pour des besoins opérationnels ou vraiment des besoins médias très, très, très importants. D'accord. Et sur place, donc au niveau opérationnel, comment est-ce que vous gérez les vols? Est-ce que vous laissez libre le télépilote une fois qu'il arrive à Toulon ou ailleurs? Mais on va parler de Toulon. Ou est-ce que vous l'accompagnez? Comment ça se passe au niveau opérationnel? Alors en fait, donc nous on a des observateurs, on est deux, on se répartit un peu les missions. Donc on va se déplacer en fonction de la mission qui est effectuée. En fait, on ne va pas se déplacer systématiquement. Ce qui est important, c'est de la mission et surtout, vous comprenez bien, le lieu où on va se trouver dans la zone. Le lieu, bien sûr. Parce que vous parliez tout à l'heure des no-fly zones qui est propre à DJI. Et nous, on a ce qu'on appelle les ICAD. Alors, les ICAD, c'est quoi? C'est une zone interdite de captation aérienne de données. Voilà. Donc, ça, c'est en gros, c'est les zones militaires. Voilà. Si vous voulez prendre des images des zones militaires, vous êtes sur des ICAD et là, vous n'avez pas l'autorisation de prendre les images. Ça, c'est plus du ressort de la P62 et donc de notre bureau prise de vue aérienne. C'est du ressort d'un bureau à Paris. C'est une entité qui s'appelle la Direction de la protection des installations militaires et des moyens de défense. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez voler en ZICAD, prendre des images en ZICAD, il faut compter 2 mois de délai avec un dossier qui est relativement conséquent. Si vous voulez en P62, vous avez bien compris que c'est donc à peu près 10 jours pour avoir un feu vert. Et à partir du moment où vous avez un feu vert, nous, on va prendre contact avec le télépilote pour convenir d'un lieu de rendez-vous, pour lui expliquer ce qu'on va faire. Donc, dans ces cas-là, à partir du moment où le télépilote a un feu vert, on te rejoint pour effectuer la mission au jour décidé. Et nous, là, on va faire un petit rappel au télépilote pour lui rappeler les règles de la P62, les règles qu'il a signées donc dans sa convention. Et à partir de là, on va s'assurer des images qui sont prises. Alors, on n'est pas, en gros, des commissaires politiques. L'essentiel, c'est, si vous voulez, c'est que nous, on ait l'assurance que nos zones soient protégées, voilà, et qu'on ait l'assurance des images qui soient prises. Voilà. À partir de là, nous, on laisse le télépilote travailler. On va simplement lui indiquer, parce qu'on est des professionnels et qu'on connaît notre secteur par cœur, on va simplement lui indiquer qu'il est dans une zone où il n'y a aucun souci pour prendre des images, voilà. Ou alors, on va le dire, attention, on n'est pas loin d'une ZICAD, donc d'une zone interdite de captation aérienne et de données. Et on va dire, voilà, on peut monter à telle hauteur, le capteur doit être dirigé comme ça, et ainsi de suite. Voilà, on est aussi là pour conseiller le télépilote, afin qu'il évite d'être dans une zone ou de se retrouver en situation délicate avec son drone. Donc, c'est une comment dirais-je, une inspection en temps réel des données filmées, puisque vous êtes présent. Voilà, vous contrôlez en temps réel avec une double commande et un double écran surtout. Alors voilà, comme ça, vous voyez en direct ce que le télépilote… On a visu en général sur l'écran du télépilote.
hein. Et ça permet au télépilote après de gagner du temps parce qu'on va tout de suite lui dire, voilà, écoute, là, attention, dans cette zone, ta limite droite, ça sera ça, ta limite gauche, c'est ça, tu peux capter tes images là, et ainsi de suite. Voilà. Et on l'aide en fait dans sa mission, ça lui permet de gagner du temps et surtout d'éviter de perdre du temps après pour effacer certaines images, etc. Donc vraiment, on se déplace, on a vraiment, on est observateur, mais on a un rôle de conseil aussi. On est là pour aider à la géographie, en fait, pour lui permettre de bien comprendre où il se situe dans la P62 et où sont les installations sensibles. Comment faites-vous avec les catégories ouvertes? Parce que comme on est en plein glissement, on est en transition réglementaire. Donc là, nous sommes d'accord, c'est plutôt du S3, puisqu'on reste en agglomération, zone peuplée en tout cas. De fait, il faut être télépilote professionnel. Donc être détenteur également d'une assurance de responsabilité civile aérienne. Comment faites-vous avec le décalage entre les lieux des scénarios nationaux et les risques avec la catégorie ouverte? Pardon. Alors, je suis en train de m'étouffer. Alors, encore une fois, hein, le télépilote est responsable de l'utilisation de son drone. Ça, faut bien, nous, on ne se soustrait pas ça, c'est le télépilote qui est responsable de l'utilisation de son drone et donc de la zone où il se trouve. Nous, si on s'aperçoit qu'effectivement le télépilote, pour le besoin de l'image, va venir reculer son drone et se retrouver au-dessus d'une route, voilà. Après, c'est encore une fois, on regarde où on est, ce qui se passe dans la zone et qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et dans ces cas-là, ben, on intervient auprès du télépilote en disant attention, là, ben, tu n'as pas à être là avec ton drone. Donc, tu reviens au-dessus d'une zone qui ne représente pas de danger. De toute façon, on ne parle que, parce que je vois le chat, les télépilotes dits loisirs ou catégorie verte pure ne sont pas intégrés à la zone P62. De toute façon, nous sommes d'accord. Il faut absolument être. Alors, pour la P62, que ça soit clair pour tout le monde, c'est pas du drone. On ne parle pas de drone de loisir. On ne parle que du drone professionnel. Hein, ça, vraiment, il faut l'écarter. Le drone de loisir, c'est non. On est dans une zone interdite. Voilà. On ne parle que du drone professionnel. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous donner concernant la gestion? Donc, on mettra, si vous le souhaitez, si vous permettez, pardon, tous les liens nécessaires aux demandes d'autorisation spécifiques liées à la P62 et même l'intégralité des zones. Donc, parce qu'on a la P62, la P48, la P227L et 230L. Donc, oui. C'est des zones qui sont sous la responsabilité de l'autorité militaire de Toulon. Hein, donc, pour illustrer tout ce que je viens de dire, les télépilotes peuvent se rendre sur le site de la préfecture maritime de Toulon, hein, dans l'onglet info pratique, vous allez retrouver un lien. Tous les thèmes abordés, toutes les explications que je viens de vous donner, et une photographie complète de la zone et des différentes zones qui sont sous la responsabilité de l'autorité militaire, et avec les documents, donc la convention dite classique hein, pour de 1 à 4 jours, et différentes informations comme quelles sont les pièces à fournir pour le dossier de dérogation. De toute façon, on mettra les liens de la préfecture maritime de Toulon pour justement retrouver toutes les infos pratiques et que chaque télépilote professionnel puisse retrouver sans problème. Philippe? Oui, merci Major Alain pour déjà la démarche que vous avez adoptée pour la filière. C'est un vrai soutien. Je pense que vous devriez peut-être faire une formation pour la P23 et peut-être à d'autres zones de ce type-là pour leur expliquer comment on fait. Non, je plaisante. Et j'avais une question sur justement par rapport à la P23. Est-ce que vous portez attention à la nature des dossiers, à la nature des activités objet de la prestation, puisqu'on voit que sur Paris, une prestation technique d'inspection d'un pont, elle va être acceptée. Une prise de vue pour un film, elle a des chances d'être refusée.
est-ce que vous portez attention à la nature de l'opération ou uniquement au contour technique? Non, bien sûr. En fait, nous, on est zone interdite par arrêté de 2017. L'arrêté, l'arrêté, il est clair. Il est clair. Donc maintenant, après, on en fait une lecture un peu différente, en fait. Hein, voilà, pour être honnête. Donc, nous, ça reste une zone interdite. Maintenant, toutes les missions ne sont pas acceptées à Toulon. Encore une fois, le dossier de dérogation, c'est pas parce qu'on fait un dossier de dérogation à Toulon qu'on aura le feu vert pour voler. C'est clair. Toutes les missions ne sont pas accordées. Ça, c'est sûr. Je prends un exemple, hein, je peux vous le dire. Donc, on n'autorise pas les vols pour de la gestion locative, de la vente d'appartements, des biens commerciaux, etc., etc. Voilà. D'accord. Ça, c'est clair. On vous dira non. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, il y a également une distinction en fonction de la nature. On est obligé. C'est une zone interdite. Maintenant, on ouvre quand même le spectre et le spectre est relativement large. D'accord. Très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais enfin voilà. Oui, vous avez tout à fait répondu. Il ne faut vraiment. Et après, la question, je pense, pour votre zone interdite et d'autres, c'est en fait la difficulté pour l'exploitant de drone, c'est avant de réaliser une opération et puis dans la gestion de son entreprise, en fait, de travailler quelque part avec éventuellement des non-dits avant qu'on ait posé la question. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait présenté un dossier, par exemple dans le domaine de l'immobilier que vous évoquez, il va falloir que je dépose un dossier pour savoir que c'est refusé. À Paris, il va falloir que je dépose un dossier audiovisuel pour savoir que c'est refusé. Donc, ce qui est un peu compliqué, c'est pour l'exploitant, c'est la communication sur réellement ce qu'il va pouvoir faire et ce qu'il va pouvoir, très prosaïquement, vendre à un client ou pas dans telle ou telle zone. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours le même problème. Il y en a qui vont considérer certaines personnes vont dire on en fait trop, d'autres vont dire on n'en fait pas assez. C'est toujours le point d'équilibre. Je pense qu'à Toulon, enfin avec le retour d'expérience, ça fait quand même maintenant 4 ans qu'on met ça en place, on a de bonnes remontées. Enfin voilà, on a trouvé un point d'équilibre et il y aura toujours des mécontents bien sûr, hein, mais on vole dans un cadre réglementaire avec un contrôle et après c'est toujours pareil. Hein, vous voyez, il n'y a pas longtemps, je vais donner un exemple. Hein, j'ai couvert une opération avec un télépilote qui a eu l'autorisation des gestionnaires aéros de voler hein, sur une manifestation sportive. Et au bout de 20 minutes de vol, à 10 mètres de son drone, il y en avait un autre. Voilà. Donc moi, j'étais sur place, j'ai réussi à trouver le télépilote et effectivement, le télépilote venait voler sans autorisation, lui. Donc je l'ai fait, il a posé son drone parce que je lui ai expliqué qui j'étais et je lui ai dit, voilà, 2 solutions maintenant, où j'appelle la gendarmerie ou vous rentrez chez vous et terminé. Mais lui, il volait sans autorisation. Très bien. Donc, à Toulouse, c'est un facteur qui prend aussi en compte. On ne l'encourage pas, on le contrôle, on a la détection, on sait qui vole, mais en attendant, la brique, si vous voulez, avec l'intervention des forces de sécurité intérieure, elle n'est pas encore, on va dire, complète. Ce n'est pas encore systématique et n'ont pas toujours le temps de faire ce genre de mission. Très bien. En tout cas, merci d'être intervenu. Je voudrais juste rajouter une chose et ne pas faire de confusion beaucoup trop hâtive entre les gestionnaires des zones interdites et les préfectures de police, qui sont 2 entités bien distinctes. Et pour en revenir avec la question de la P23, ce n'est pas la P23 qui bloque, c'est réellement la préfecture de police de Paris. Donc, parce que généralement, et ça, Erwin, je parle sous ton contrôle, ou même sous le contrôle des télépilotes qui ont l'habitude de travailler à Paris ou qui avaient l'habitude de travailler à Paris, la P23 n'a jamais donné de refus. On n'a pas reçu de refus. En revanche, la procédure telle qu'elle existe de manière opérationnelle mise en place par la P62 n'est pas aussi développée en P23. En revanche, on a… Donc ça, c'est une chose, la première chose. Mais donc la P23 n'a a priori jamais donné de refus
disant que les pilotes de drone ne pouvaient pas voler en 2023. C'est important de dire ça parce que le refus vient de la préfecture de police. Et là, j'ai l'impression, maintenant je parle sous le contrôle du major Alain, que la préfecture de police de Toulon et parfois même de hier travaillent en bonne intelligence avec vous, gestionnaire de la P62. Est-ce que c'est le cas, major? Oui, alors pour faire simple, sur la P62, c'est la même autorité. Ça veut dire que le gestionnaire de la zone aérienne et celui qui donne l'accord pour les dossiers de dérogation, c'est la même personne. Parce que, en fait, quand vous générez une déclaration préalable sur un site comme Alpha Tango, elle va envoyer votre demande sur la préfecture terrestre de Toulon. La préfecture terrestre de Toulon va transmettre l'information à la préfecture maritime qui a la responsabilité de la gestion aérienne de la zone. Donc, en fait, nous, à Toulon, pour la P62, on a un seul interlocuteur. Voilà. Il faut bien comprendre, c'est la préfecture maritime de Toulon qui s'assure du contrôle de la gestion aérienne de la zone, mais en même temps, qui instruit des dossiers de dérogation, de survol, de prise de vue avec drone. Extra. OK. Hier, c'est encore une autre zone. Major. C'est une zone. Hier, c'est encore autre chose. C'est encore une autre zone. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres demandes, mes chers internautes? Double commande. Est-ce que c'est OK pour vous? Major, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur votre intervention? Non, je n'ai rien à rajouter. Très bien. Merci infiniment de votre intervention et merci à tous et à toutes. Jérôme, je te laisse la main.